Vouloir tout contrôler, être prisonnier de la peur de perdre la maîtrise peut devenir épuisant. Que ce soit dans la vie professionnelle avec la peur d'un changement d'organisation ou d'une nouvelle hiérarchie par exemple, ou bien dans le domaine de la santé avec la peur d'une récidive de cancer, qui est un domaine que je connais bien pour y travailler depuis longtemps en tant que psychologue, ou bien tout simplement en tant que parent avec la peur des dangers pour son enfant ou la peur de rencontrer des difficultés financières en cas d'imprévu, eh bien le besoin de contrôle peut vous empoisonner la vie. Comment fonctionne-t-il? Pourquoi est-il là? Et comment s'en défaire? Eh bien à la fin de cette vidéo, nous verrons 5 points qui peuvent vous aider à transformer cette anxiété. Je suis Lucie Mira, psychologue clinicienne, et j'accompagne les personnes touchées par les accidents de la vie, comme la maladie ou les chocs traumatiques. Et dans ma pratique quotidienne, j'interviens pour soigner, pour traiter la souffrance. Mais ici, je vous partage mes connaissances professionnelles pour que vous puissiez en disposer. Je me dis bien trop souvent que j'aurais aimé que mes patients sachent cela avant qu'ils rencontrent leurs difficultés, ils auraient sans doute été touchés différemment. Alors je vous dis tout ce qui me semble important de savoir. Et on commence avec la compréhension du système de l'anxiété d'anticipation. Alors, il y a un surinvestissement de la sphère intellectuelle qui doit tout anticiper, gérer. Vous vous mettez sous pression pour être sûr d'être irréprochable. Évidemment, je ne peux pas vous dire cela sans vous demander, mais être irréprochable aux yeux de qui? Alors vous allez me répondre, il n'y a que moi qui me mets gentiment la pression, les autres tentent même de me rassurer plutôt. Ah oui, effectivement, vous savez bien que ce n'est pas rationnel et que vous êtes guidé par un moteur qui est l'anxiété. Et c'est un moteur très stimulant. D'ailleurs, petite précision pour faire la différence entre anxiété et angoisse. Alors, pour faire simple, l'angoisse, c'est lorsqu'on ressent de la peur sans savoir pourquoi. On se sent angoissé, on a une peur diffuse alors que rien de concret ne la justifie. Alors que l'anxiété, c'est une inquiétude concernant un événement connu, précis. C'est-à-dire, par exemple, je suis anxieuse en attendant les résultats d'un concours. Je suis anxieuse quand un train est en retard pour un rendez-vous important. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on a peur, contrairement à l'angoisse. Dans l'anxiété d'anticipation, on sait donc ce qui nous inquiète, mais on va en plus se mettre à dérouler tout le film des catastrophes possibles. Alors tout cela se fait rapidement, à votre insu, avec des petites pensées flash qui viennent vous dire « si jamais j'oublie telle chose » et dans le cas où il se passerait cela. Ce peut même être pour des choses tout à fait banales et même qui sont censées plutôt être sympas comme préparer un repas par exemple. Eh bien ça va devenir une occasion de se mettre sous pression avec l'anticipation de problèmes éventuels, d'imprévus à imaginer. Si jamais je n'ai pas le temps de faire cuire mon plat, et dans le cas où les invités arrivent en avance, à quelle heure je dois commencer à cuire mes petits fours? Et si jamais je rate ma recette? Et si, et si, et si, et le cerveau marche à plein régime, et pire que ça, il va embarquer le corps avec lui. Ben oui, car l'agitation des pensées va entraîner une tension musculaire, des contractions, une nervosité, et le corps va se mettre en harmonie avec votre esprit pour être ensemble en état de stress. Et une bonne dose d'hormone du stress, l'adrénaline, se diffuse de manière répétée, ce qui fatigue et altère le sommeil. Donc que ce soit pour des choses graves comme la peur d'une récidive de maladie et tout ce qui touche à la santé, ou plus léger comme de préparer une soirée, eh bien le mécanisme de base est le même. La peur devient le moteur de l'action. Alors pourquoi? Je vous ai expliqué au début que votre sphère intellectuelle était surinvestie pour tenter de tout envisager, tout contrôler. On a 3 grandes dimensions qui nous composent. Cette sphère intellectuelle, relative à la pensée, au raisonnement, vous êtes plutôt du genre à réfléchir avant d'agir. Donc ça c'est la sphère intellectuelle, mais il y a aussi la sphère corporelle, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte au corps, au sensoriel, quand le corps est utilisé pour décharger des tensions par exemple. Alors soit par le sport, soit par des somatisations qui se manifestent quand vous êtes anxieux, comme les boutons de fièvre, l'eczéma ou les troubles gastriques, le mal de dos, enfin chacun a sa zone sensible qui aura tendance à s'exprimer en cas de stress. Mais certains ont plus tendance à somatiser que d'autres et certains investiront plus la sphère corporelle. Et la troisième dimension est la sphère émotionnelle, qui est à la jonction entre les deux sphères intellectuelles et corporelles.
Et alors, où sont-elles les émotions quand on contrôle? Parce que bon, les pensées, ça c'est clair, hein, vous en êtes envahi. Le corps, vous êtes hyper tendu, avec éventuellement des douleurs. Et cette autre partie de vous, où se cache-t-elle? Ah bah elle est contrôlée elle aussi. Et c'est peut-être justement le problème. Elle est étouffée, mise sous silence, écrasée bien au fond de vous pour ne surtout pas en être encombrée. Mais quel serait le danger de les ressentir, ces émotions? Alors là, vous allez me répondre, de me sentir vulnérable. Ok, et quel danger y aurait-il? Souvent, on retient ces émotions car on a peur d'ouvrir des vannes, d'être inondé et donc de se noyer dans la douleur de la peine. Mais cette croyance, vous voyez bien qu'elle est basée sur l'idée qu'il faudrait tout contrôler, sinon vous ne saurez pas gérer, pas nager. Mais qu'est-ce qui vous a amené à avoir si peu confiance en vous et à vous enfermer en vous-même par peur de vous exposer émotionnellement? Alors, si cette pensée est en vous, c'est qu'elle avait de bonnes raisons d'être là. Il fallait vous protéger. C'est une protection mise en place car des choses de votre histoire vous ont amené à ne pas pouvoir faire confiance en l'autre et donc en vous. Il y a deux raisons possibles. Soit avec des parents absents, mais c'est peut-être tout simplement trop pris par leur activité professionnelle, avec un stress chronique à gérer, ou bien présent physiquement, mais pas disponible psychiquement, en cas de dépression ou de maladie par exemple. Et alors vous avez très tôt senti leur fragilité. L'enfant dépend de ses parents et s'il les sent préoccupés, eh bien il va avoir peur pour eux, car il a peur de les perdre puisqu'il dépend d'eux. Et alors, il va tout faire pour préserver ses parents. Alors, et comment? Eh bien, en s'effaçant, en ne rajoutant pas de problème au problème. Il ne va pas les embêter avec ses histoires et il va essayer de correspondre le plus possible à ce qu'il comprend de leurs attentes. Donc, en général, très sage et discret. L'enfant les protège en ne leur faisant pas porter le poids de ses préoccupations, de ses inquiétudes. Un peu comme s'il était indirectement, dès le plus jeune âge, les parents de ses parents en fait, une sorte de protecteur. D'ailleurs, cela fera de cet enfant un adulte très prévenant, très soucieux du bien-être des autres et qui a besoin de s'assurer de tout maîtriser pour se rassurer. Pour vous expliquer ce pouvoir de réparation que nous avons tous dès notre naissance, eh bien, je vais vous raconter une expérience de psychologie du développement incroyable qui s'appelle l'expérience du still face ou du visage impassible, menée dans les années 70. Alors, il s'agissait de filmer des mères avec leur bébé de quelques mois tenus devant elles et on leur demandait d'être en interaction avec leur enfant. Puis brutalement, elles ne devaient plus rien exprimer, avoir un visage vraiment inexpressif. Et les expérimentateurs observaient les réactions du bébé. Et ce qui est surprenant, c'est que dans un premier temps, le bébé va sourire à sa mère. Il tente de la réanimer en la séduisant avec des sourires, c'est formidable ça. Puis, en n'obtenant pas de réponse, ce qui est absolument abominable, qui peut ne pas sourire devant un bébé qui nous sourit? C'est pas possible. Bon, eh bien, l'expérience impliquait ça. Eh bien, dans ce cas, le bébé va commencer à s'agiter, à se tortiller, puis à émettre des petits sons d'inconfort, jusqu'à se mettre franchement à pleurer pour appeler à l'aide, car la souffrance est manifeste, il est vraiment en détresse. Et dès que la mère interagit de nouveau, eh ben, le bébé se calme. Alors, cette expérience nous indique que nous sommes programmés pour réanimer ceux dont on dépend pour notre vie. Et alors, pour vous donner un exemple personnel, lors de la tempête de 1998, j'étais dans la famille avec beaucoup de monde et dans la soirée, en plein hiver, il y avait une coupure d'électricité, un vent de panique a soufflé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dehors, il y avait une véranda qui menaçait de s'envoler. L'affolement était général. Il y avait une petite puce de quelques mois qu'on m'a mise dans les bras pour que je m'en occupe. J'étais étudiante en psychologie à l'époque et venais d'étudier justement cette expérience du still face. Et lorsque je la regarde, je m'aperçois qu'elle me fait un magnifique sourire. Tout le monde s'agitait autour de moi, criait pour s'organiser dans l'obscurité, chercher des lampes, des bougies, c'était la tempête. Et elle me souriait. Un moment de grâce dans la panique. C'était extraordinaire de vérifier dans une scène de vie la théorie qui se manifestait devant moi. Donc,
Vous voyez que les bébés ont cette propension à vouloir faire en sorte qu'on soit en interaction avec eux et à chercher à réanimer les adultes dont ils dépendent. Donc pour revenir à notre sujet, si vous avez dû réanimer vos parents de manière répétée et durable, eh bien vous avez été amené à réprimer ceux qui vous tourmentaient et donc à désinvestir votre sphère émotionnelle. Et ainsi développer la nécessité d'être dans le contrôle de vos émotions en devenant un enfant très sage qui se fait presque oublier. Bon, j'ai mon chat qui vient avec moi. Bon, donc l'enfant se fait oublier, mais pas le chat. Et donc je disais qu'ensuite, cet enfant qui se fait oublier deviendra un adulte anxieux qui va vouloir tout anticiper. Mais il y a une deuxième raison qui peut amener à réprimer ses émotions, car là, je suis sûre que certains d'entre vous sont en train de se dire qu'ils n'avaient pas de parents pas disponibles et au contraire très très présents. Eh bien oui, la deuxième raison pour laquelle il n'y avait pas la possibilité d'exprimer vos émotions, c'est qu'il fallait correspondre aux attentes très fortes, être sans histoire, ne pas encombrer, et il y avait un interdit de liberté d'être différent du gentil enfant sage qui se fait oublier. Donc finalement, ça revient au même dans les deux cas, c'est-à-dire qu'il est trop risqué de s'exprimer, soit parce que les parents n'étaient pas disponibles, soit parce qu'ils étaient trop exigeants. Et dans ce dernier cas, il fallait être bien comme il faut, être un bon élève, sage, poli, mignon, sportif, artiste ou que sais-je encore. Bref, rassurer les parents en les gratifiant narcissiquement. Et s'éloigner des attentes vous aurait renvoyé une mauvaise image de vous, avec la culpabilité d'être décevant et donc la peur de ne pas être aimé. D'ailleurs, les enfants de parents pervers narcissiques sont pris dans ce schéma et ont souvent ce besoin d'hyper-contrôle. Je vous mets en lien ici la vidéo pour tout comprendre sur la perversion narcissique. Donc le besoin de contrôler s'est développé en vous comme une nécessité pour parer au danger de ne pas être écouté si vous craquiez ou pire, moins aimé si vous vous confiez. Donc vous affichez un beau sourire social contrôlé en pensant que c'est comme ça qu'il faut être pour être aimé, pas rejeté et pas abandonné. C'est la raison qui vous a amené à vous construire ainsi. Lorsque vous étiez enfant, cela vous a aidé et même dans votre développement, l'anxiété et le contrôle ont certainement contribué à développer des compétences que vous appréciez comme la rigueur, un sens de l'anticipation ou de l'organisation, enfin en tout cas une attention à votre environnement. Mais ce contrôle vous empêche de vous sentir calme et en paix avec vous-même, comme s'il devait s'imposer pour vous rassurer que vous serez capable d'accomplir des tâches tout en générant beaucoup de stress. Alors comment agir ? Eh bien, vous vous souvenez que ce sont les émotions qui sont réprimées parmi les 3 sphères qui nous composent, intellectuelle, corporelle, émotionnelle. Car il y a la croyance qu'être vulnérable, c'est perdre le lien parce que être moins aimé, moins aimable ou même que l'autre pourrait en abuser en vous renvoyant une mauvaise image de vous. Et vous vous sentiriez écrasé, rabaissé, comme avec les parents qui pouvaient être très exigeants, par exemple. Donc, la première chose est de comprendre que ces pensées trouvent leur origine dans un montage protecteur qui était utile à une certaine période de votre développement. Mais que désormais, vous n'avez plus besoin de cette protection puisque vous n'avez plus besoin ni de protéger votre environnement de vos émotions, ni d'avoir peur du rejet en les exprimant. Donc ça, ce sont vos peurs d'enfant. Donc deuxième point est de permettre à l'adulte que vous êtes de prendre rendez-vous avec vos pensées catastrophistes et les examiner pleinement en les observant. Elles seront déjà en dehors de vous et moins prisonnières en vous. De voir en face ces pensées de micro-catastrophes qui se formulent dans votre tête avec et si jamais je me mets à transpirer lors de mon entretien, et si jamais je perds mon ticket de parking, et si j'oublie de prendre ma trousse de médicaments dans les bagages des enfants, et de vous demander si cela vous est utile ou pas. S'il y a une réponse à ces préoccupations, tant mieux, c'est que c'est utile. Si en revanche, c'est chercher à trouver des réponses à des problèmes qui n'existent pas pour vous rassurer sur votre manque de confiance en vous, là, rappelez-vous que face à la difficulté, on a des ressources qui nous amènent à trouver des solutions auxquelles on ne peut pas penser tant qu'on n'est pas face au problème.
On s'ajuste aux problèmes quand ils apparaissent. Vous savez déjà avoir des possibilités mentales de vous adapter aux imprévus de la vie. Eh bien, rappelez-vous toutes les fois où vous avez su réagir. Vos capacités d'adaptation vous ont permis de sortir de toutes sortes de difficultés. Eh bien, ces compétences sont intrinsèques aux mammifères et c'est cela qui lui permet la survie. Troisièmement, prendre rendez-vous avec toutes ses peurs et les explorer. Pleurer. Pleurer sur son sort s'il le faut. Être en colère car c'est dur. Triste car c'est éprouvant. Avoir peur car cela pourrait être grave. Lâchez les tensions, craquez et donnez-vous le droit de laisser circuler en vous toutes ces émotions que vous conteniez jusque-là. Apprivoisez les émotions en les envisageant comme un terrain d'expression, en acceptant qu'elles ne vous réduisent pas à un être vulnérable. Bien au contraire, elles libèrent et vous le savez. Les émotions, pour dérangeantes qu'elles puissent être, nous permettent aussi de vivre pleinement. Vous pouvez donc les accepter sans les subir, tout en les relativisant. La part d'inquiétude qu'on perçoit ne doit pas être considérée comme une finalité, mais seulement comme un signal d'alarme. Cette alerte signifie notre inconfort à ne pas tout maîtriser, mais pas la réalité d'un danger. La peur d'avoir peur est le signal d'un blocage de vos émotions. Rappelez-vous lorsque vous sentirez cette angoisse d'anticipation, cette anxiété d'anticipation, de la traiter pour ce qu'elle est, un repère pour mieux réaliser ce que vous souhaitez, en envisageant les obstacles éventuels et ne pas laisser de place à l'empêchement de réaliser vos envies par peur de ne pas y arriver. Laissez circuler les émotions en ne leur donnant qu'une place de lanceur d'alerte afin de faire émerger les désirs que vous avez peur de réaliser. Car ces émotions sont là pour vous interdire, freiner l'expression de vos désirs, comme lorsque vous étiez enfant, pour être très sage, très raisonnable. Alors si vous voulez partir en vacances, mais que vous commencez à stresser pour tout préparer, rappelez-vous que vous êtes en train de mettre en place des alertes. Alors ces alertes, est-ce que c'est pour vous rassurer sur vous et vous empêcher d'être libre, d'être heureux comme l'enfant qui ne devait pas avoir de désir pour ne pas déranger son environnement? Ou bien vous préférez alors vous servir de cette tension pour par exemple faire une liste et puis être déchargé, être tranquille et vous rappeler aussi comme vous vous savez compétent pour penser à des choses utiles sans créer de surcharge mentale. Et dans ce cas, il s'agit de vous servir de ce qui a été un frein pour développer des compétences d'anticipation que vous avez sans vous interdire de les réaliser. Alors prenez conscience de la valeur ajoutée que ce vécu vous a amené à développer pour ne plus vous empêcher de faire, mais au contraire, gagner en savoir-faire. Alors si cette vidéo vous a paru utile, nécessaire et qui peut servir à d'autres, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager et puis à me laisser des commentaires, je serai très heureuse de vous lire. Et puis pensez à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos parce que je pense à vous. Et je vous remercie de votre attention et prenez bien soin de la vôtre. À bientôt.